L'affaire a beaucoup ému les Français. Le 8 décembre dernier, Fiorina Ligné, jeune patriote de 20 ans qui participait pacifiquement à la manifestation des Gilets jaunes à Paris, a reçu un projectile provenant des forces de l'ordre et elle a perdu son œil, elle a perdu la vue. Fiorina Ligné est avec nous. Bonjour Fiorina Ligné. Bonjour. Et vous êtes accompagnée de Maxime Jacob, qui est votre compagnon de combat, mais aussi dans la vie. C'est ça. Fiorina, avant toute chose, première question, et finalement elle est assez simple à poser. Comment allez-vous ? Là, on peut dire que ça va mieux, beaucoup mieux, mais il reste quelques petites séquelles, comme la lumière, je ne peux pas regarder le soleil, je peux pas le regarder, ça m'aveugle. Beaucoup de fatigue encore, énormément de fatigue, je dors encore beaucoup. Pas mal de douleurs encore qui persistent. Mais sinon, à part ça, oui, ça va mieux. Vous êtes étudiante ? Oui. En philosophie ? Oui. À Amiens ? Jeune amiénoise. Maxime, vous aussi, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans, vous aussi. Avant de vous donner la parole, Maxime, vous avez été hospitalisé pendant plus d'une semaine. Comment vous avez vécu cette épreuve ? Déjà, est-ce que vous avez été entouré ? Ah oui, par ma famille, oui, par mes frères, mes parents, par mon compagnon aussi, mes beaux-parents, oui, très entourés. Après, à l'hôpital, je réalisais pas vraiment, en fait, parce que j'étais beaucoup sous médicaments. Mais c'était assez dur parce qu'il faut savoir que je mangeais pas beaucoup. Du coup, je pouvais même pas bouger, en fait. Ça me tirait de partout, au niveau des muscles et tout ça. Après, au niveau du visage, ça me tirait énormément aussi, suite à l'opération. Mais après, l'hospitalisation, j'en ai pas réellement... J'étais un peu, oui, encore un petit peu... Je réalisais pas vraiment, en fait. Je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait, pas du tout, du tout. Votre œil est définitivement perdu. Donc l'idée, après, c'est une chirurgie importante pour... Pour mettre une prothèse à la place, oui, pour faire un maximum que ça se voit pas. Mais oui, l'œil, là, on attend une prochaine opération pour justement l'enlever. Parce que les douleurs sont trop importantes, donc les médecins préfèrent l'enlever. Et me mettre une prothèse à la place. Psychologiquement, comment vous avez vécu ça ? Comment vous vivez ça d'ailleurs ? Parce que... Alors, j'ai encore du mal à réaliser, parce que c'est un choc énorme. Mais j'essaye de positiver un maximum et de me dire que, certes, j'ai perdu un œil, mais ça aurait pu être pire que ça. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un traumatisme crânien, donc ça aurait pu... j'aurais pu devenir un légume. Donc, je préfère me dire que ça aurait pu être pire. Et j'essaye d'aller de l'avant, de garder la tête haute, même si je sais que le combat va être long et va être dur. Je le disais en exergue de mon propos, cette violence contre vous s'est déroulée sur les Champs-Élysées à Paris. On est le 8 décembre, pendant la manifestation des Gilets jaunes. Et pourquoi vous étiez tous les deux présents ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Quelles étaient vos revendications ? Pourquoi cette manifestation là, ou est-ce que vous passez par hasard ? Ah non, on a bien été manifestés, oui, en effet, parce que déjà, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est les retraités. Je trouve ça aberrant qu'on leur demande encore de l'argent alors qu'ils ont construit leur vie, ils ont travaillé toute leur vie, de leur demander, de leur prendre de l'argent sur leur retraite, je trouve ça complètement aberrant. Et ensuite, je me dis que dans le futur, ce sera certainement moi, en fait, que toutes les taxes vont me tomber dessus, que certes, je vais devoir payer plus tard, moi aussi, du carburant pour aller travailler. C'est dans 5-6 ans, ça sera à mon tour de payer tout ça, donc je peux pas rester sans rien faire face à ça, en me disant que plus tard, ça se trouve, si on laisse faire, ce sera pire, en fait. Donc, faut se réveiller, et se réveiller maintenant, en fait. Maxime, quand vous avez cette manifestation, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un danger pour vous, et encore plus pour votre compagne ? Un danger peut-être, mais ça ne me paraissait pas si dangereux que ça. On avait dit, on va peut-être se prendre un peu de gaz lacrymogène, au pire on sera pris un mouvement de foule, ça peut arriver. Mais on n'est pas des gens violents, on n'était pas allés là pour piller les magasins, ni pour aller casser du flic. On était venus simplement protester pacifiquement. Après, ça peut arriver qu'il y ait du gaz lacrymogène un petit peu, mais c'est tout. On pensait pas qu'il allait avoir une blessure si grave. Je le rappelle, elle s'est pris une grenade à la tête. Elle a perdu l'œil, elle a eu l'orbite complètement éclatée, le nez cassé, c'est 6 plaques qui ont été posées sur le visage, il y a eu des saignements au cerveau, il a fallu qu'elle reste en observation plus d'une semaine, c'est quand même pas rien. On n'aurait jamais pensé qu'il pouvait se passer ça, on est en France, quoi. C'est pas le Venezuela ici, quand on réprime les manifestants, normalement on réprime les casseurs.
Quand vous êtes allé à cette manifestation, quelles étaient vos revendications à vous? Parce que finalement, on se dit, peut-être aussi un peu facilement, ils sont étudiants, ils sont un peu privilégiés, ils sont pas les plus, c'est pas les catégories sociales les plus défavorisées, même si on sait bien que les étudiants, quelquefois, ont du mal à terminer le mois, comme tout le monde. Je le conçois parfaitement. Certes, on n'est pas les plus défavorisés, et moi j'ai de la chance d'avoir mes parents derrière moi, mais on a une voiture, nous aussi on paye le fuel. Moi je suis de cette France périphérique, plus ou moins de la campagne, je sais ce que c'est. Moi, quand je travaille l'été, j'ai besoin de la voiture pour aller travailler, j'ai besoin de la voiture pour voir les copains, pour aller faire les courses, pour aller à l'hôpital, pour faire quoi que ce soit. Je sais ce que c'est cette France qui dépend de la voiture. Moi, surtout dans les Gilets jaunes, ce qui m'a marqué, c'est une France qui travaille et qui n'arrive pas à s'en sortir. Et ça, je trouve ça insupportable. Quand on travaille 35-40 heures par semaine, et souvent dans des métiers difficiles, parce que ceux qui étaient sur les ronds-points, c'était les gens qui vont à l'usine, c'était des petits artisans, des gens qui travaillent dans les grandes surfaces, etc. Ils travaillent, ils se lèvent, des fois, et souvent, ils font des horaires aux attaques tôt où ils finissent tard et pourtant ils n'arrivent pas à finir le mois tranquillement. J'ai vu tous ces gens qui disaient j'arrive plus à chauffer la maison, mes enfants à Noël je suis pas sûr de pouvoir leur offrir un cadeau. J'étais révolté quand je voyais ça parce que vraiment c'est la France qui travaille et c'est la France que j'aime. Comment est-ce que je pourrais rester là et ne rien dire et ne rien faire? De plus, c'est le mouvement des Gilets jaunes, c'était quand même un grand mouvement populaire, si je puis dire, parce que c'était quand même oui, c'était ma France, c'était la France populaire, blanche, des campagnes qui s'est mobilisée et j'étais content d'y participer. À cela s'ajoutait le fait qu'Emmanuel Macron, quelques jours avant, il avait gelé le point d'indice des retraités. Alors comme ça, leurs retraites n'ont plus augmenté. Je trouve ça très embêtant et très fâcheux. Il y avait le pacte de Marrakech qu'Emmanuel Macron allait signer. Il fallait qu'on s'y oppose. Et tout un tas de choses. Et c'était vraiment, il fallait y aller. Alors, vous montez tous les deux, si j'ai bien compris, à la capitale, comme on dit. Et là, l'idée, c'est de pas, j'ai bien compris, c'est pas de casser du flic, vous l'avez dit, c'est pas de casser et piller les magasins, ça, je le conçois parfaitement. Globalement, comment se déroulent les faits? Qu'est-ce qui se passe? Il est midi, à peu près, c'est ça? Midi, on a essayé de sortir de la manifestation parce que justement, on en avait une autre en tête qui était pour l'environnement. On devait faire la marche pour l'environnement. Et ils nous ont empêchés de sortir. Et c'est plutôt vers 14h que ça a commencé à chauffer. Tu sauras sûrement mieux. Oui, on est arrivé aux alentours de 9h30 sur les Champs-Élysées. À midi, la manifestation était très calme, il ne se passait plus rien. On a demandé aux gendarmes mobiles de quitter les Champs-Élysées. Les gendarmes mobiles qui avaient encerclé tous les Champs-Élysées et fermé toutes les issues avaient ordre de ne laisser sortir aucun manifestant. Sur le coup de 13h50, nous sommes au sommet des Champs-Élysées. En face de nous, un magasin, le Publicis Drugstore, qui était protégé par des panneaux en bois pour le protéger des casseurs, justement, est vandalisé. Les panneaux en bois sont arrachés, ils sont incendiés. Les CRS vont intervenir par une rue perpendiculaire. Les casseurs sont à plus de 100 mètres de nous. Quand les CRS interviennent, ils préparent l'assaut pendant environ 5 minutes. Ils rentrent sur les Champs-Élysées. Les casseurs sont à la droite des CRS. Mais les CRS vont faire usage de leur flashball, de leurs grenades, non pas seulement à droite sur les casseurs, mais aussi droit devant eux et à gauche où nous nous trouvons. Environ 100 mètres des CRS. Ils sont avancés, mettons peut-être 80 mètres. On voit un groupe de CRS qui rentre au milieu des Champs-Élysées. Ils sont une douzaine, je dirais. Et là, il y a un CRS armé d'un lance-grenade qui va tirer une première grenade dans notre direction. Nous sommes un groupe d'environ 150-200 gilets jaunes au sommet des Champs-Élysées, bloqués d'un côté par le mur de l'ambassade du Qatar et de l'autre côté par un groupe de gendarmes mobiles. Le CRS va tirer une première grenade, elle arrive à ma gauche, et il va tirer une deuxième grenade dans la foule qui ne peut se disperser, qui n'est pas hostile, personne n'a le visage masqué, personne jette de projectiles, on est à plus de 80 mètres du CRS, et pourtant il tire une deuxième grenade et elle va arriver en pleine tête de Fiorina. Et on peut clairement penser à un tir de grenade de type tir tendu, comme ils appellent ça, parce que Fiorina fait 1m50 et le genre de grenade doit être tiré bien au-dessus en l'air, pour que le gaz lacrymogène retombe ensuite. Et là, la grenade a été tirée à hauteur de tête. C'est une faute là encore. Est-ce que qu'est-ce qui se passe après? Tout de suite, vous êtes pris en charge. Est-ce que comment ça se déroule? Alors, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais qu'on m'a très très vite prise en charge. Oui, il y avait les street medics qui étaient là, qui sont venus tout de suite. Ensuite, certains pompiers aussi, d'après ce que je me souviens. Et après, prise en charge par le SAMU, ensuite emmenée par ambulance jusqu'à l'hôpital. Oui, c'est ça. Au moment du choc, en fait, je tiens Fiorina par le bras. Elle s'effondre, elle est touchée sous l'œil, je vois directement que ça saigne sous l'œil. Je me dis, oh là là,
Espérons que l'œil ne soit pas touché et que ce soit juste une plaie plus ou moins superficielle. Bon, malheureusement, c'était bien plus grave que ça. Elle tombe à terre. Des gilets jaunes et moi-même appelons à l'aide. Rapidement, un street medic, un infirmier pour les manifestations arrive, lui prodigue les premiers secours. Ensuite, elle va être portée derrière le cordon de gendarmes mobiles. Et d'ici, j'irai chercher un pompier qui appellera le SAMU. Elle sera transportée aux urgences ophtalmiques de l'hôpital Cochin à Paris. Bon, l'idée que la police soit responsable ne fait malheureusement aucun doute. Aucun doute pour vous, aucun doute pour vous non plus, Maxime. La police est certes responsable, mais derrière, il y a des ordres. Bien sûr, il y a l'homme qui a tiré, mais c'est plus haut qu'il faut voir. C'est sûrement au gouvernement. Alors, où en est l'enquête? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'on vous tient au courant d'une enquête? Est-ce qu'on vous dit quelque chose? Nous sommes 2 mois après les faits. L'enquête a été lancée. On a donné une liste de témoins. Je ne crois pas qu'ils aient été interrogés pour le moment. Les bandes de vidéosurveillance ont été saisies. J'ai pu les consulter. Elles sont très claires. Elles confirment nos versions. On voit une foule de manifestants totalement calme et pourtant un CRS va tirer à plusieurs reprises dans la foule et Fiorina sera touchée. Les images de vidéosurveillance concordent et c'est très bien. Maintenant, on n'a pas de nouvelles de l'enquête. L'IGPN a été saisi. On vous a informé de cela? Oui. Qu'est-ce que ça modifie pour vous? L'idée que peut-être on finira par savoir? Oui, juste savoir, parce que je ne me fais pas non plus de grosses illusions sur la finalité d'un procès, parce que je sais que le policier, même si on le retrouve, ne prendra pas une grande peine, mais... Vous en voulez à qui? Vous en voulez au policier? Vous en voulez au policier qui a donné l'ordre? Vous en voulez au ministre qui a donné l'ordre? Vous en voulez aux gilets jaunes qui vous ont amené là? Non, plutôt au ministre, parce que certes, le policier a tiré, mais il y a des ordres. Et ça, les ordres, c'est très réfléchi, et j'admets pas qu'on puisse donner des ordres comme ça. Non, ça, je peux pas admettre. Et c'est vraiment au ministre que j'en veux principalement. Oui, là, c'est clairement une faute du ministre, ou du moins du préfet de police de Paris, Michel Delpech, parce que il y avait ordre de nasser les manifestants sur les Champs-Élysées, on n'avait plus le droit de sortir, on ne pouvait plus sortir. Et pourtant, les CRS rentrent dans les Champs-Élysées et ils tirent sans distinction dans la foule. Alors, il y a plusieurs responsables, bien sûr, il y a le CRS qui a tiré, et ceux qui ont donné les ordres de nasser les Champs-Élysées. Face à cette violence, il y a eu, à partir de l'annonce de cette blessure par le lanceur d'alerte Damien Rieu, un très grand élan de solidarité des Français. Près de 2600 personnes ont versé leur obol pour vous venir en aide. Et comment vous avez vu cette solidarité? Est-ce que vous l'avez su déjà? Et quel est le sentiment que ça vous a donné? Pas être toute seule finalement d'un seul coup. Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, parce que c'est énorme. Et toutes les personnes qui m'ont soutenue aussi. Sur le moment, j'ai pas réellement réalisé, parce que ça a monté très très vite en flèche. Donc je me disais que c'était pas possible en fait, autant, pour nous c'est énorme en fait, 50 000 euros pour nous pour des étudiants c'est juste énorme. Et ensuite je suis vraiment reconnaissante, je serai reconnaissante envers ces personnes toute ma vie en fait, parce que c'est vraiment un apport, je me sens vraiment soutenue, reconnue. Et oui, ça fait énormément de bien, ça donne beaucoup de force au niveau mental. Et puis l'idée aussi que la chirurgie, esthétique, opératoire, tout cela sera plus facile à prendre en charge? En effet, oui. Mais oui, j'arrive toujours pas à réaliser de toute façon, parce que c'est vraiment énorme pour nous. Donc, 2600 personnes, Maxime? Une solidarité, une communauté finalement. Une communauté tout à fait incroyable, et c'est bien ça, c'est ce qu'on a vu sur les ronds-points finalement, des communautés de gens, de gilets jaunes qui se sont retrouvés, qui se sont créés. Là on a pu la voir d'une autre manière, de manière virtuelle. Les gens se sont aussi mobilisés, et je tiens à les remercier tous grandement, parce que quand même 50 000 euros, surtout la plupart des gilets jaunes qui galèrent à la fin du mois et qui ont donné quand même. Merci à tous les donateurs, merci à Damien Rieu d'avoir lancé la cagnotte, merci à tous ceux qui ont qui ne pouvaient, même s'ils pouvaient pas payer, qui ont donné, qui ont voulu témoigner quand même leur soutien par ne serait-ce qu'un message, et on remercie profondément tous ces gens-là. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat à la fois sur les violences policières, mais aussi parfois sur la nécessité du rétablissement de l'ordre. Est-ce que vous prenez part à ce débat? Est-ce que vous comprenez d'un côté qu'il y a des gens qui disent il faut de l'ordre, et de l'autre des gens qui vous disent il y a des violences policières, elles sont inacceptables dans un état de droit? Quel est votre sentiment? Alors moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut de l'ordre, mais il faut pas oublier non plus de réfléchir en fait.
Il faut revoir les façons de faire. Je peux pas admettre que quand c'est une foule calme, qu'on lui tire dessus, c'est juste inadmissible. Alors qu'il y a les casseurs juste à la droite et qu'on tire à gauche. Enfin, ça n'a aucun sens. J'ai pas dit, ces casseurs, quel profil ils avaient à ce moment-là? Est-ce que vous savez? Là, il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. On dit casseurs d'extrême droite, on a vu des Croix de Lorraine, on a vu des Sacré-Cœur vendéens, au niveau des casseurs, il faut être très clair. Que ce soit pour l'Arc de Triomphe, les symboles qui ont été tagués, c'était un symbole anarchiste, par exemple, une autre justice pour Adama, des symboles d'extrême gauche. Les 3 personnes qui ont été condamnées pour le pillage et le saccage de l'Arc de Triomphe, c'était 3 personnes qui venaient plus ou moins des cités, apparemment avec des noms à connotation maghrébine. Moi, ce que j'ai pu constater sur les 2 manifestations que j'ai faites, l'acte 12 des Gilets jaunes la semaine dernière et l'acte 4 où elle a été blessée, c'est que les casseurs, c'était souvent des jeunes issus de la banlieue et qui en profitaient à l'acte 4, je pense, pour venir faire leurs courses de Noël, clairement. Et après, oui, il y avait des militants d'extrême gauche, c'était facile à les reconnaître, ils avaient des symboles anarchistes sur eux, voilà. Militants d'extrême droite, peut-être, je ne les ai pas vus, je ne sais pas si c'était des casseurs, mais du moins ce qui est certain, c'est que oui, j'ai vu des militants d'extrême gauche et des Black Blocs, ainsi que des jeunes de cité dégrader le Publicis Drugstore quand Fiorina a été blessée. Est-ce que il y a un débat toujours qui se déroule, le gouvernement a lancé même ce grand débat national. Est-ce que ça répond à votre attente? Vous vous dites finalement, on a été entendu, tout ça, c'est bien ou c'est bidon? Pour moi, c'est bidon. Sincèrement, c'est bidon. Il cherche à gagner du temps. Macron cherche à gagner du temps pour les européennes et essaye de calmer le jeu, mais ça ne changera rien. Moi, personnellement, je pense pas que le grand débat apporte de grand chose. Je pense que Macron, il va arriver avec tous ses cahiers de doléances, tout ce qui sera sorti des grands débats, hop, tout à la poubelle, il va pas garder grand chose, il va dire, oui, je vous ai écouté, et ça sera tout. Moi, le véritable débat, pour le moment, je pense que c'est au sujet de la police et de la manière dont elle intervient. Et c'est là-dessus qu'il faudrait en discuter, parce que là, on a quand même 100 blessés graves. J'ai vu des jeunes filles qui étaient blessées, pas seulement Fiorina, c'était dans le sud de la France, j'ai vu Lola blessée, la mâchoire fracassée à 18 ans, sur Grenoble, une fille qui a perdu un œil. J'ai vu des lycéens qui avaient perdu des yeux. La police a agi sans distinction, manifestement, sur ordre de Nunez, qui est secrétaire d'État, et du ministre Castaner. Et ce sont eux les responsables, et je pense que là-dessus, il faudrait se concentrer. Je veux bien comprendre qu'on emploie la force dans certains cas pour rétablir l'ordre, et contre les casseurs, il n'y a pas de problème. Mais la police, ça peut pas être seulement des bavures, il y a trop de dérapages. C'est pas 1 ou 2 blessés, là c'est 10 ou 15 par manifestation. 10 ou 15 blessés graves, là on est à plus de 100 blessés graves, c'est quand même incroyable, on n'a jamais vu ça en France. Et là-dessus, je pense que c'est là la véritable question. C'est pas ce grand débat qui cherche à enfumer les Français, et oui, il y a à gagner du temps, comme Fiorina le dit. Quelle est la revendication que vous portez aujourd'hui? Si vous étiez présente là, avec la possibilité de vous exprimer devant le chef de l'État, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui en voulez déjà, à titre personnel? Moi, j'en veux parce que je trouve qu'il est très pompeux comme personnage, et je trouve qu'il manque réellement de respect face au peuple français. Et j'estime que face à une France qui reste silencieuse, mais qui est la majorité du peuple, il devrait prendre conscience que c'est face à cette majorité-là que les choses devraient aller. Il devrait aller dans ce sens-là, je veux dire, plutôt que toujours écouter les petites minorités, parce que souvent c'est ça, il écoute beaucoup les petites minorités, et je trouve que oui. C'est ça que vous lui diriez. En face de vous, vous lui diriez, voilà, arrêtez d'écouter ces minorités qui s'imposent. Il est président d'une démocratie, donc au bout d'un moment, quand le peuple, 70% du peuple sont en accord pour dire que la politique ne va pas, il faut qu'il prenne conscience de ça. Est-ce que vous avez le sentiment, Maxime, qu'il prend conscience de cela, qu'il a évolué depuis le 8 décembre, nous sommes presque à la mi-février? Moi, je ne pense pas qu'il ait vraiment pris conscience. Je pense qu'il va garder ça politique. Moi, si j'avais Emmanuel Macron en face de moi, je dirais regardez ce que vous avez fait, ce que votre police a fait, ce que vos ordres à quoi ils ont conduit. Même si c'est pas lui, il a quand même une part de responsabilité derrière tout ça. C'est pas Castaner qui décide tout seul la politique de répression à l'égard des Gilets jaunes. Moi, ça me touche profondément parce que les Gilets jaunes, finalement, c'est la majorité du peuple français. Mais c'est pas la France qui a élu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'en fout complètement.
Emmanuel Macron, pour lui, c'est sa petite bourgeoisie parisienne, ceux qui ont réussi dans cette mondialisation, ceux qui se sentent bien dans ce monde cosmopolite. Et finalement, il représente une petite part des Français, c'est 22-25% des Français au final. Mais il gouverne avec cette petite minorité et il n'écoute pas le reste, la majorité du peuple. Et c'est bien ce qui est embêtant. Et si je vous dis aussi qu'il y a des policiers qui ont été blessés? Moi, je le conçois, et bien sûr, je m'en offusque, parce que j'ai toujours été plus ou moins du côté de la police. On a voulu monter des affaires contre la police, que ce soit l'affaire Adama Traoré, l'affaire Théo, etc. Chaque fois, la police, finalement, était blanchie. Voilà, j'ai toujours été du côté de la police. Et je conçois que la police soit attaquée, et ça me gêne pas qu'elle fasse usage de ses armes pour se défendre quand elle est attaquée et quand elle est en danger. Cependant, quand on voit que la police a mutilé plus d'une centaine de manifestants, c'est pour la plupart innocents, ils n'avaient rien fait. Nous, avec Fiorina, on faisait rien. Il y en a tellement d'autres. J'ai vu d'autres vidéos des gens les bras en l'air qui se font tirer dessus, d'autres qui se font matraquer, etc. alors qu'ils n'ont rien fait. Et ça, c'est profondément choquant. Et il y a une petite musique qui dit, en fait, souvent dans la police dans les banlieues, elle a jamais fait ce qu'elle a fait à l'égard des Français gilets jaunes. Vous pensez que c'est justifié ou c'est un slogan comme ça lancé? Un exemple tout simple. La nuit du Nouvel An, plus de 500 voitures qui ont été brûlées. 0 blessé du côté des casseurs dans les banlieues. Ils ont brûlé 500 voitures. Les gilets jaunes, ils ont fait beaucoup moins de dégâts. Ils n'ont jamais brûlé 500 voitures. Et pourtant, il y a eu beaucoup plus de blessés. Moi, je pense qu'il y a un 2 poids 2 mesures. L'État nous a montré qu'il était capable de réprimer. Maintenant qu'il aille réprimer aussi là où ça casse, c'est-à-dire dans les banlieues, là où il y a du trafic de drogue, et là où toutes ces zones de non-droit, tout simplement, où la police recule. Est-ce que depuis le 8 décembre, vous avez reçu un message des autorités publiques? Je pense bien évidemment peut-être au préfet de Paris, peut-être à Madame Schiappa, le ministre de l'égalité homme-femme. Vous allez me dire, dans les blessés, cette égalité homme-femme, elle est respectée. Du Premier ministre, je ne sais plus Édouard Philippe, je ne sais plus son nom, c'est dire, et du Président de la République. Est-ce que vous avez reçu un message de quelqu'un? Juste reçu le message d'un des députés du Rassemblement national, mais rien du tout sinon. Grand silence. Pas un mot? Pas un mot, non. Je trouve Marlène Schiappa très prompte à dénoncer certaines violences faites aux femmes parfois, et là, d'un seul coup, je la trouve très silencieuse face à plusieurs jeunes femmes qui ont été blessées gravement par la police. Mais on n'en attendait pas moins du gouvernement. On savait très bien que ce n'est pas notre France. Je l'ai dit, et c'est ma dernière question, j'ai dit au départ, je vous ai présenté Fiorina comme une militante, une jeune patriote, pas militante, mais une jeune qui aime son engagement national, comme l'on dit. Est-ce que tout ça, ça vous amène à vous dire que vous avez joué avec le feu, qu'il faut arrêter, reprendre bien mes études, ou est-ce que ça vous a conforté dans vos idées en vous disant je suis dans mon bon droit et je porte la bonne parole? Est-ce que vous avez changé de point de vue après ce qui vous est arrivé? Non, pas du tout, je regarde pas du tout. Du tout. Je trouve que oui, je suis dans mon droit. Dans une démocratie, on a le droit de manifester. Donc j'ai voulu porter la parole du peuple. Et j'ai pas de regret à avoir pour ça. La suite des événements, pas pour vous. On a bien compris qu'il faudra beaucoup de temps pour revenir à la normale, et qu'on y arrivera, enfin, que les médecins y arriveront. Est-ce que la suite, c'est quoi? C'est être prof de philo? Oui, je pense, oui. Et votre philosophe préféré? La dernière fois que j'ai posé ça, c'était un directeur d'un mouvement politique, et ça m'a coûté très cher, parce qu'il avait répondu Rousseau, ça a fait un scandale. Donc même si vous me dites Rousseau, non, moi, ça serait plutôt Nietzsche. Nietzsche. Bon, voilà. Et pourquoi Nietzsche, alors? C'est pas une interro, hein. L'idée de surhomme, que j'aime beaucoup, chez Nietzsche. Bon, écoutez, on va se quitter là-dessus, en attendant avec des simples humains. Merci beaucoup, Fiorina Ligné. Merci à vous aussi, Maxime Jacob. Merci. Et puis à très bientôt sur TV Liberté.